Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous et encore une fois, désolé pour le retard qu'on a accumulé ce matin. On va donc débuter notre table ronde sur le sujet de la recherche et l'innovation en infertilité et notamment discuter donc de cette priorité présidentielle face à cette menace pour l'humanité. On a avec nous 4 intervenants de grande qualité. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais commencer par vous, professeur Lévy. Bonjour, je suis le professeur Rachel Lévy, je suis responsable du centre d'assistance médicale à la procréation de l'hôpital Tenon. Je suis également chef de pôle en biologie dans le groupe hospitalier APHP Sorbonne Université et également je représente la fédération des BLEFCO qui sont les biologistes responsables de l'activité d'AMP en France. Bonjour à tous, Elodie Chapelle, je suis la présidente d'Elixir Health. Donc on développe des logiciels pour accélérer les parcours d'assistance médicale à la procréation. Je suis aussi vice-présidente de France Biotech et c'est à ce titre que je coordonne la task force sur l'infertilité. Bonjour à tous, Delphine Moulu, cofondatrice et directrice générale de Femtech France. Nous sommes une association qui soutient toutes les innovations en santé des femmes en France et nous avons co-lancé cette Task Force Fertilité avec France Biotech et l'Hôtel-Dieu. Et bonjour à tous, Nicolas Castaldi, directeur délégué auprès du directeur général de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, et notamment en charge de tout ce qui est innovation à l'Hôtel-Dieu et ailleurs dans la paix. Professeur Lévy, je vais commencer par vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que l'infertilité est un enjeu en France, mais aussi dans le monde plus en général? Merci beaucoup. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes, notre génération, est soumise à des pressions, des évolutions sociétales, culturelles, environnementales, c'est du jamais vu. Ces évolutions, ces pressions auxquelles nous sommes soumis se traduisent, premier élément, par une chute spectaculaire et mondiale du taux de fécondité. Alors, est-ce que c'est grave? Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 2/3 des humains vivent dans une zone où on est en dessous de l'indice conjoncturel de fécondité qui est de 2,1. En 2050, c'est 75%, 3/4 des humains qui seront en dessous de ce seuil de renouvellement et en 2100, 97%. Alors ça, c'est bien sûr, c'est inquiétant. À côté, eh bien, est-ce qu'on a des difficultés pour avoir des enfants? Et là, la réponse également est oui. 1 adulte sur 6, vous voyez, on se compte, 1 sur 6 va expérimenter une infertilité au cours de son existence. 17,5%. Alors ça fait 186 millions d'individus dans le monde, 3,3 millions en France. Et ces personnes vont avoir un jour besoin d'accéder à l'AMP. Regardez les chiffres, plus de 3 millions de cycles de fécondation in vitro dans le monde. Ça fait en France 160 000 tentatives, 28 000 enfants nés en France. Un enfant sur 30 par classe de maternelle est issu d'une assistance médicale à la procréation. Quand on regarde les causes, eh bien on les connaît de mieux en mieux, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Une femme sur 10 dans la salle va être porteuse d'endométriose. 1 sur 10 aura des troubles du cycle liés au syndrome des ovaires polykystiques. Et pour les hommes, en moins de 50 ans, c'est plus de 50% du nombre de spermatozoïdes qui a chuté, passant de 101 à 49 millions. Et la pente de descente annuelle s'est aggravée depuis 2000. Et puis, il y a la grande famille des infertilités inexpliquées. Dans 1/3 des cas, eh bien, on ne sait pas. Ni féminine, ni masculine, ni mixte. Et ça, c'est un autre problème important pour les praticiens, mais surtout pour les patients. Merci beaucoup. Élodie, dans ce contexte, est-ce que tu peux nous rappeler la déclaration du président de la République sur ce sujet et puis aussi peut-être nous expliquer le concept de la task force infertilité portée par France Biotech? Merci Guillaume. Effectivement, c'est un sujet, l'infertilité, qui est un sujet relativement tabou
voire très tabou jusqu'alors, est considéré comme niche, alors qu'on voit que ça concerne un nombre très important de personnes au niveau mondial et que ça va concerner très rapidement finalement l'individu moyen. Donc c'est un problème qui est majeur, c'est pour ça que la table ronde s'appelle aussi la menace pour l'humanité, parce que c'est une vraie menace pour la pérennité de notre espèce. C'est un sujet qui a été sorti de l'ombre récemment parce que le président de la République s'en est saisi et a pris la parole dessus. Et justement parce qu'on a pris conscience globalement, collectivement, que c'était un enjeu pour la pérennité de notre espèce. Et donc derrière, quelles mesures mettons en place pour lutter contre cette infertilité? Parce que si on se dit elle se répand, la première des choses à laquelle on pense, c'est comment améliorer les techniques médicales qui permettent à ces personnes infertiles d'avoir in fine un enfant. Parce que la réalité de l'assistance médicale à la procréation, c'est qu'en moyenne, un parcours dure 4 ans. Et qu'à l'issue de ces 4 ans, on a encore 40 à 50% des couples qui n'ont pas d'enfants. Donc on est loin de la solution miracle qui permet à tous de parvenir à faire un enfant. L'idée de la Task Force Infertilité que nous avons créée, c'est de dire en France, on a un tissu universitaire et hospitalier brillant, magnifique, qu'il faut valoriser. On a aussi un tissu industriel qui commence à se constituer, à se structurer autour de ces thématiques de l'infertilité. Comment on les met à disposition des patients et des professionnels de santé. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé et c'est sur ces propositions-là ce sont ces propositions-là que nous sommes en train de présenter au pouvoir public. Merci beaucoup Elodie. Et donc dans cette task force Femtech France, vous êtes aussi associée. Est-ce que Delphine, tu peux nous parler un peu plus de ce que vous faites chez Femtech France et votre rôle dans cette task force? Bien sûr. Donc Femtech France, on est l'association qui soutient tous les entrepreneurs de l'innovation en santé des femmes. Ce terme Femtech fait vraiment référence à ça, à ce marché, à cette industrie. Donc aujourd'hui, on a plus de 70 startups qui font partie de notre collectif et on s'est donné 3 missions. Donc la première, c'est d'accompagner ces startups membres. La deuxième, c'est de réunir tout l'écosystème autour d'elles, donc les professionnels de santé, les industriels, les investisseurs, créer plus de ponts entre ces différents acteurs. Et la troisième partie, c'est du plaidoyer. On rencontre beaucoup de députés, beaucoup de ministres pour les sensibiliser sur les inégalités de santé femmes-hommes et faire en sorte de leur expliquer ce qu'est cette industrie de la Femtech et demander leur soutien. Donc nous vraiment, avec le collectif Femtech France, on est sur toute la santé des femmes. Donc la fertilité est un des enjeux, mais il y en a plein d'autres. Et quand France Biotech nous a approchés pour créer ensemble et porter ensemble cette task force, ça nous a parlé. Mais juste pour dire qu'on n'est pas non plus focus que sur la fertilité, on aborde plein d'autres sujets, évidemment, liés à la santé des femmes. Merci beaucoup. Nicolas, tu portes le programme At Hôtel Dieu à la PHP. Est-ce que pareil, tu peux nous parler un peu des initiatives que vous menez autour de ce sujet de l'infertilité et comment est-ce que vous soutenez aussi ce sujet-là à Hôtel Dieu? Alors, je pense que le message principal derrière tout ça, c'est l'infertilité, c'est un sujet. On le sait depuis longtemps, je pense que Rachel pourrait le dire, le rappeler, qui a été mis sur le devant de la scène aujourd'hui. Et le message que je pense collectivement on passe aujourd'hui au pouvoir public, ou en réponse à cet appel présidentiel, c'est que, un, il y a de la recherche sur le sujet. 2, il y a des innovations qui sont en train de voir le jour, et on le sait les uns et les autres. On en est partie prenante. Alors Rachel, c'est un inventeur, comment dire, particulièrement créatif, donc au-delà de sa casquette de professeur des universités pratiques hospitalières, elle est aussi au fond serial créatrice de start-up. Elodie en porte une, Femtech les accompagne et les encadre. Donc il y a vraiment des choses qui sont là. Côté hôpitaux, nous on peut faire 2 choses. La première chose, c'est que on est parfois dans l'histoire de la création des innovations. C'est le cas avec Rachel notamment. Et donc on est capable d'accompagner des startups issues du CHU,
très souvent en partenariat avec les universités, et de donner à ces projets un peu plus de force, un peu plus d'élan en les soutenant fortement. Et c'est une des choses qu'on fait à l'Hôtel-Dieu. La deuxième chose, c'est que par définition, l'environnement hospitalier, c'est un des acteurs de la réponse finale. Et on est aussi un des acteurs où ces outils et technologies vont pouvoir être déployés. Et ça veut dire pouvoir travailler en partenariat avec une boîte comme Elixir portée par Elodie. Ça veut dire aussi sur des choses qui sont aujourd'hui assez matures. Et c'est une des startups portées par Rachel à l'IFERT, devenir un terrain d'expérimentation pour permettre à des solutions qui sont là maintenant de commencer à se déployer. Et donc de jouer cette espèce de rôle de bascule, à la fois au début, contribuer à l'émergence de l'innovation et ensuite derrière, contribuer à ce que les outils se diffusent. Le message final sur tout ça, c'est que c'est des questions évidemment infiniment compliquées, que celles qu'on saisit là, qui sont infiniment cruciales, sur lesquelles on a besoin collectivement d'œuvrer ensemble, ce qu'on fait, ce qui est aussi le message de la task force qu'on a montée, mais qu'on est capable aujourd'hui de commencer à apporter des séries de réponses très concrètes. Donc on n'est pas juste dans du prospectif. Et d'ailleurs, quand les hôpitaux sont quelque part, toujours sous le contrôle de mes camarades, c'est qu'on est quand même déjà assez avancé dans l'histoire. Donc il y a des promesses un peu concrètes qui peuvent se réaliser. Donc beaucoup de choses encourageantes pour la suite. Professeur Lévy, Nicolas l'a rappelé, vous portez également une start-up, Alifer, il me semble. Vous le disiez juste avant, on a 30%, enfin un tiers des infertilités dont on ne connaît pas l'origine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de tout ça et nous expliquer comment est-ce que la solution d'Alifer peut répondre à ces sujets-là? Oui, merci. Donc, à côté de ma casquette hospital universitaire, je suis cofondatrice de la start-up Alifer, qui va, dans les mois qui viennent, se déployer grâce au soutien institutionnel de la PHP et de Nicolas en particulier. Alors, Alifer, je crois qu'il y a une diapo, elle est née justement pour répondre à la question de l'infertilité inexpliquée. Et l'idée que j'ai eue il y a 15 ans, c'était une idée un petit peu folle, c'était que le mode de vie, la nutrition, le métabolisme pouvaient expliquer en partie cette cause, enfin donner une cause à l'infertilité inexpliquée. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée d'un PHRC, un projet hospitalier de recherche clinique nationale que j'ai eu l'honneur de porter. On a fait plein d'études clinico-biologiques, on avait énormément de données pour avoir plus d'informations sur le métabolisme et la nutrition de l'homme et de la femme, et ça c'est encore unique au monde. Et puis on a publié beaucoup, et un jour on a croisé la route d'un spécialiste en biochimie et en intelligence artificielle. Il a repris, réanalysé toutes ces données, et il a permis de les pondérer, de créer un score, un algorithme. Et de là est né le brevet Alifer, porté par la Lutech à PHP Sorbonne Université. Et ensuite, ce brevet a donné lieu à licence et à la création d'une start-up du même nom, Alifer. Alors, en quoi ça consiste, Alifer? Eh bien, dans les cas d'infertilité inexpliquée, mais aussi à chaque fois que le métabolisme peut être impliqué, on va proposer au couple, à l'homme ou à la femme, une simple prise de sang. 13 paramètres seulement: l'âge, le poids, la taille pour les deux membres du couple, vitamine A, bêta-carotène pour les deux membres du couple, donc ça passe par une prise de sang, l'hémoglobine glyquée pour les deux membres du couple, le sélénium pour la femme et la vitamine E et l'HDL cholestérol pour l'homme. Avec ces seuls 13 paramètres, il est possible d'identifier de façon certaine, à plus de 80% de certitude, qu'il existe une part nutritionnelle et métabolique dans l'infertilité inexpliquée, qui du coup n'est plus inexpliquée, et c'est une chance parce que du coup on va pouvoir intervenir. La nutrition, on sait l'améliorer, le métabolisme, on peut l'améliorer. Donc ce score, eh bien on va pouvoir intervenir, l'améliorer et on l'espère, avoir des grossesses spontanées. Si c'est pas le cas, en tout cas on améliorera la qualité des gamètes, spermatozoïdes et ovocytes, qui seront utilisés pour l'assistance médicale à la procréation. Et ça, c'est une chance. Merci beaucoup, et je suis vraiment navré pour la slide. Élodie, face à tous ces problèmes qu'on rencontre au sujet de l'infertilité, est-ce que tu peux nous parler un peu des actions que vous comptez mener, vous, avec la Task Force Infertilité, et aussi peut-être nous présenter quelques exemples de solutions qui existent pour répondre à ces problèmes-là? Donc,
on identifie un petit peu deux grandes difficultés sur le parcours infertilité. On a un sujet vraiment parcours de soins, donc amélioration du parcours de soins, à la fois vécu pour les patients, à la fois charge pour les professionnels. Donc là, c'est là qu'interviennent tous les outils numériques qui vont avoir pour but justement d'accélérer les parcours, d'automatiser, de mettre de l'IA dedans, mais à vocation plutôt organisationnelle. Et par exemple, nous, chez Elixir, on développe en partie ce genre de solution. Et là, l'idée, c'est de redonner du temps de qualité entre les patients et les professionnels de santé. On a un autre sujet qui est un sujet taux de succès. Et donc, taux de succès des parcours d'AMP, mais aussi amélioration globale de la fertilité. Donc, avant de rentrer dans un parcours d'AMP, c'est ce qu'évoquait le professeur Lévy sur l'action d'Alifer, qui peut avoir les deux objectifs. Et donc, on va avoir des startups qui sont vraiment des startups du numérique. Donc là, l'enjeu, on va être sur libérer l'accès à la donnée, parce que on a un sujet en PMA, justement parce que ça a longtemps été une niche, que les données ne sont pas à la disposition des chercheurs ni des startups pour créer des outils dessus, pour faire travailler des algorithmes, etc. Donc là, on a un enjeu de centralisation de la donnée, de mettre les données de PMA dans les entrepôts de données de santé, de créer des ponts, donc de l'interopérabilité et entre les données et entre les outils numériques qui sont utilisés par les praticiens. Et ensuite, on a un sujet de moyens financiers également. C'est-à-dire que toutes ces startups qui innovent, qui créent des outils, on n'en a pas parlé, mais on a aussi un enjeu, par exemple, de rénover les laboratoires de biologie, donc de les automatiser, de mettre des robots dedans, etc. Tout ça, les centres de PMA ne peuvent pas le faire s'ils n'ont pas d'enveloppe dédiée pour se moderniser. Donc, un des enjeux de sortir la PMA de sa zone d'ombre, c'est aussi de savoir dire c'est une priorité nationale, donnons aussi des enveloppes exceptionnelles pour que ces services-là se modernisent. Au service, encore une fois, de patients, au service des professionnels de santé. Et donc, ça fait partie des propositions aussi, c'est-à-dire se dire que si c'est une priorité, derrière, il faut mettre les moyens pour que ces services-là puissent se moderniser. Et aussi, on a des nouveaux modèles de prise en charge, vraiment autour, encore une fois, du parcours de soins qu'on a pu voir émerger dans la task force et porté par des professionnels de santé et ou des startups, et notamment des instituts de la fertilité qui vont promouvoir une prise en charge globale du patient. Donc on revient un petit peu dans l'idée de prise en charge à la fois nutritionnelle, psychologique, avec les derniers outils au service justement de ces taux de succès des parcours de PMA, mais aussi de sortir parfois les services de fertilité des maternités, parce que avoir un lieu dédié à cette prise en charge globale hors des maternités, ça permet aussi aux patients de ne pas rencontrer tout le temps des femmes enceintes, ce qui est quand même une des souffrances du parcours de PMA. C'est parce qu'en général, les services de fertilité sont dans les maternités. Et donc voilà, de créer des lieux dédiés avec des expériences patients globales, des praticiens qui sont là pour une prise en charge globale et de mettre de la technologie autour de ça. Donc on est à la fois sur du nouveau modèle de prise en charge, à la fois sur des sujets d'enveloppe budgétaire et à la fois sur des sujets de comment on fait pour interconnecter les outils, libérer les données pour faire évoluer justement globalement les succès de ces parcours. Au travers des illustrations d'Élodie, on l'a vu, l'infertilité a des impacts sur la santé des femmes. Est-ce que Delphine, tu peux nous en parler un peu plus et la même question, est-ce que toi, au travers de Femtech France, tu vois des solutions qui répondent à ces enjeux-là et à ces impacts sur la santé des femmes ? Oui, et peut-être pour revenir sur ce que disait Rachel, effectivement, c'est plutôt, il y a certaines maladies, des pathologies chroniques, donc on parlait de l'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques qui ont un impact très fort sur la fertilité. Et nous, au sein du collectif Femtech France, donc on a effectivement plusieurs startups qui travaillent sur la fertilité. Il y a évidemment Elixir Health, mais je pense aussi par exemple à Apricity, qui est une clinique virtuelle de fertilité, qui est une startup française, mais qui travaille au Royaume-Uni et en Espagne. Je pense également à Igixos, qui développe des médicaments pour lutter contre l'infertilité. Le premier médicament est pour les femmes en parcours de stimulation hormonale. Et enfin, Matrice Lab innove, qui, eux,
et elles, ce sont des femmes, ont développé un test immunologique de l'endomètre pour essayer de comprendre les causes de fausses couches à répétition ou d'échecs lors de parcours PMA. Et Nicolas, comment la PHP collabore-t-elle avec d'autres institutions ou des industriels sur ces sujets-là dans le domaine de la recherche et de l'innovation? Mais également, est-ce que tu peux illustrer l'exemple avec des projets innovants menés sur l'infertilité, en particulier la santé des femmes? Peut-être du coup, d'une certaine manière, un peu synthétiser ce que les uns et les autres ont pu essayer de dire. Je pense qu'on a deux grands sujets sur lesquels collectivement on essaie d'agir. Le premier message de fond, mais Rachel le passerait mieux que moi, c'est que, mais tu le dis aussi souvent Élodie, notre premier défi, c'est de limiter le recours à l'AMP. Et on voit bien que collectivement, je pense, on a un peu l'impression que l'AMP est magique, pardon de la formule. Ça n'est pas le cas. On peut améliorer les choses, je vais y revenir. Il y a des technologies qui viennent et qui peuvent aider à optimiser ou à améliorer les chances de succès. Mais fondamentalement, ça reste une réponse à une difficulté installée et dont on ne peut pas garantir le succès. Et donc, il y a un enjeu majeur initial qui est comment est-ce qu'on se donne toutes les chances d'avoir que les couples qui ont des projets d'enfants puissent aller au bout de ce projet sans avoir besoin d'une assistance médicale. Ça pose un certain nombre de questions. Dans les causes de l'infertilité, il y a l'évolution des modes de vie, c'est pas le seul, mais il est central. Et donc ça veut dire aider des couples et aider la société à pouvoir s'engager dans des stratégies de changement de comportement quand c'est le projet du couple. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est vraiment centrale. Alifer, qu'on va commencer à expérimenter dans un nombre assez important de centres, c'est un outil pour ça. Parce qu'une fois qu'on a dit que l'une des causes potentielles, c'était ces causes-là, réussir à le documenter, réussir à dire il y a tel déséquilibre qu'il faut traiter, qu'il faut prendre en charge de telle manière, ça donne un levier et on peut mesurer l'évolution. De la même manière, je sais que côté Élodie, il y a des stratégies de côté digital thérapeutique qui peuvent y aider. Donc en amont, en fait, plus on peut intervenir, plus on peut donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent changer de comportement et les accompagner pour qu'elles se donnent toutes les chances de réussir d'aller dans leur projet. C'est la première étape cruciale et c'est là-dessus qu'il faut insister parce qu'après, on est dans la remédiation. Et donc, on est dans quelque chose qui est compliqué et difficile. Et puis, la deuxième étape, et c'est ce qui a été dit également, c'est comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que, quand on est au stade de l'AMP, on ait toutes les chances de réussir. Ça veut dire accompagner les patients, et au premier chef les patientes, dans ces parcours et des outils comme Elixir en font partie. Donc, typiquement, sur Alifer, on va expérimenter la solution, ensemble de services de l'AP à compter de la rentrée prochaine. Elixir, on est plutôt dans du partenariat en amont, à un stade où le produit se construit, s'enrichit encore. Et je pense qu'on peut aider la start-up, si elle le souhaite, à y compris valider un certain nombre de choses et d'outils divers et variés. Et puis, il y a la question de l'évolution de l'équipement de nos centres. Et c'est aussi pour ça qu'on accompagne nos professionnels dans leurs projets. Et donc, Rachel, elle a des projets aussi côté labo PMA du 21e, 22e, 23e siècle. Voilà, accompagner ça pour y compris se dire que le jour venu, on saura équiper, améliorer l'équipement de nos centres, contribuer à la modernisation de cette prise en charge, c'est une manière d'agir. Donc encore une fois, avant et puis après, pendant la prise en charge, et on le fait en étant acteur parfois de solutions qui viennent de l'AP, c'est le cas d'Alifert, ou de solutions qui sont construites à l'extérieur mais qui n'en sont pas moins respectables, comme Elixir, comme la plupart des startups de Femtech France. Mais on essaie de construire ce dialogue-là, mais c'est parce qu'il faut d'abord se parler, et puis ensuite d'accompagner le passage à l'étape d'après, chaque fois qu'on le peut, avec nos forces et nos faiblesses, mais quand même avec la puissance de feu d'une institution qui est respectable. Voilà. Peut-être une dernière question à vous quatre. On a beaucoup parlé des solutions qui existent, qui sont en train d'être mises en place, des choses qu'on essaye de faire. Est-ce qu'il y a aussi des actions de prévention? Vous évoquiez des risques, les risques liés en fait à cette infertilité. Est-ce qu'il y a des actions de prévention aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour prévenir cette infertilité? La première prévention, c'est l'information. Je crois qu'une femme informée, un homme informé, un couple informé est déjà plus fort face à ce risque d'infertilité. Donc l'information, elle porte sur l'âge,
Plus l'âge avance pour une femme et plus les chances de concevoir diminuent. Et ça débute plus tôt, ça débute à 25-30 ans et ça s'accélère avec le temps. Donc ce facteur âge est important. La prévention, c'est aussi la possibilité de savoir que des facteurs comme le tabac, on a parlé du mode de vie, le stress, le sommeil. En fait, il y a pratiquement l'ensemble de notre mode de vie qui peut avoir une influence sur nos chances d'obtenir une grossesse. Et notre équipe travaille dessus depuis des années et trouve, comme disait Nicolas, des indicateurs, des chiffres qui permettent d'aider, qui permettent aux hommes et aux femmes de se situer par rapport à leur risque d'infertilité. Élodie ? Alors, évidemment, je dirais pas mieux que Rachel, qui est la mieux placée pour parler de prévention sur les facteurs d'infertilité. Mais nous, ce sur quoi on essaye d'augmenter la prise de conscience, c'est vraiment sur le fait que l'âge, c'est vraiment important, qu'on est vieux biologiquement, malheureusement, avant de le vouloir. Et qu'en fait, 35 ans, c'est tard pour commencer à essayer d'avoir un enfant. Et aussi que faire un enfant par PMA, ça n'a rien à voir en termes d'impact sur la vie professionnelle et personnelle que de faire un enfant naturellement. Et qu'il vaut mieux s'y prendre tôt, même si c'est pas exactement le bon moment, plutôt que de faire 4 ans de parcours PMA. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas le même poids, c'est pas la même charge physique et psychologique. Et quand on s'y prend tard, parfois on n'a pas la famille qu'on rêvait d'avoir parce que on parle du premier enfant en réalité, mais entamer un parcours PMA, c'est souvent pour l'ensemble de la famille qu'on souhaite avoir, et ça veut dire aussi qu'on n'a pas toujours, même si on y arrive une fois, qu'on n'aura pas toujours les 2 enfants qu'on voulait avoir ou les 3 enfants qu'on voulait avoir, etc. Donc ça a un impact aussi sur la taille des familles. Donc vraiment, le principal message qu'on essaie de porter sur cette prise de conscience, c'est la PMA, c'est pas une baguette magique, c'est lourd. Et si on peut faire autrement, ben voilà, faites autrement. Si vous voulez des enfants, faites avant. Et voilà, c'est vraiment un message central. Nicolas ? Peut-être juste pour dire un mot, je te passe le micro après Nicolas. Nous, au sein de notre collectif, donc, on a des startups qui innovent en santé des femmes, donc toutes. Certaines font de la tech, mais pas toutes. Je pense par exemple à des centres de santé, enfin des espaces de santé, dédiés à la santé des femmes, qui font beaucoup de prévention et d'information. Donc, d'une femme à l'autre, d'un professionnel de santé à une femme, mais aussi dans des groupes collectifs. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés, des événements, des conférences pour sensibiliser sur ces sujets d'infertilité. Donc effectivement, je pense que c'est clé et c'est important de le rappeler. Peut-être 3 choses courtes pour finir. La première, c'est que ce qui nous autorise à dire qu'on a des solutions aujourd'hui, c'est pas, là aussi, c'est pas magique, c'est parce qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet depuis des années. Donc je fais mon couplet habituel, mais j'aime bien le refaire. On n'aurait pas ces équipes travaillant depuis des années et ont développé des outils, des solutions, des innovations. On se retrouverait aujourd'hui à dire, bah tiens, on a un problème. Donc ça, c'est un point important. Et donc poursuivre cet effort est absolument crucial. Ça fait partie intégrante de la stratégie. Deuxième chose, la question des changements de comportement. C'est une autre de mes obsessions, mais il n'y a rien de plus décisif que ça. Ce que vient de dire Rachel, c'est que quels que soient les sujets que l'on rencontre, à la fin des fins, on finit toujours par retrouver des questions d'alimentation, d'activité physique, de sommeil et de stress. Et je pense qu'on sait tous à quel point ces sujets-là sont réels, moi le premier, soit dit en passant. Et donc, je veux dire, on a un sujet qui est vraiment de se dire comment on construit des outils, des stratégies, des choses qui marchent, mais qui nous permettent collectivement de lutter contre ces facteurs de risque-là, et qui sont ancrés dans nos modes de vie. Et s'il y a des gens dans la salle qui ont envie de monter des startups, je ne peux que les inciter à prendre ce sujet. Alors certes, il n'y a pas de financement à date, on l'entend. Mais pour autant, je pense qu'en termes d'œuvres, voilà, en termes d'œuvres communes, d'œuvres collectives, de sujets à craquer, et de sujets, c'est un beau sujet bien compliqué. Donc si vous aimez les trucs bien compliqués, celui-là, il est génial, il faut se le prendre. Voilà. C'était mon deuxième point, du coup j'ai oublié le troisième, donc ça me permet de dire que j'ai fini. Eh ben, pour rebondir, Nicolas, et pour rebondir sur la première question qui a été posée, menace pour l'humanité, la fertilité, c'est pas que la fertilité. La fertilité, c'est la santé
en général. C'est un indicateur de santé publique. Si on est fertile, on est en bonne santé. Si on est infertile, c'est qu'il y a un problème, soit dans le mode de vie, soit au niveau de la santé. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que la qualité des spermatozoïdes et des ovocytes qui vont interagir au moment de la fécondation, c'est magique, la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte, eh bien, ils vont transmettre des informations aux générations suivantes. Pas que la première, les générations suivantes. Et ça, c'est ce que disait Nicolas pour le 21e, le 22e et le 23e siècle. Et ça se joue aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Et si je dois conclure, je dirais que la clé de l'infertilité, c'est aussi la clé du bonheur de notre société. Alors. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut en prendre quelques-unes. Merci à nos intervenants. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Moi, je voudrais revenir sur la partie amont et prévention. Donc, il y a la partie patient, c'est vrai, mais quid des professionnels de santé de première ligne en ville, les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues, les infirmières. C'est une question, excusez-moi si je peux intervenir, c'est une question clé. C'est-à-dire que ça ne doit pas être à la main que des professionnels. Les professionnels d'infertilité, ils agissent après, quand le diagnostic est posé. Et donc c'est une question que doivent s'approprier l'ensemble des acteurs de la santé, vous avez raison. Et également, c'est une question au niveau de l'éducation. Il faut agir au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des universités, en termes d'information. Nous, par exemple, on a monté un service pour les tout jeunes étudiants en médecine, un service civique. Et ça veut dire que les étudiants de première année de médecine vont dans les établissements, dans les universités, pour expliquer ce qu'a dit très bien Élodie, c'est-à-dire l'impact de l'âge et l'impact du mode de vie sur la fertilité. Donc ce n'est pas que les professionnels de la fertilité, au contraire, c'est l'ensemble des acteurs, les médecins de terrain, les médecins généralistes, au niveau de l'éducation, les sages-femmes, toutes les professions, on est tous impliqués, engagés dans cette lutte contre l'infertilité. Je pensais particulièrement aux déserts médicaux. Oui. Voilà. Et si vous aviez prévu dans votre collectif ou votre task force des contenus de sensibilisation, de formation vers ces professionnels. Il y a des relais à avoir, vous avez raison, partout. Ces relais peuvent être par des maisons de santé, si c'est par exemple à ça que vous pensiez. Et puis, il y a aussi des moyens virtuels, c'est moins bien, mais il peut y avoir aussi des moyens, des informations, des visios qui peuvent circuler. Ça fait partie du plan de lutte contre les causes d'infertilité qui a été transmis au président de la République en 2022 et dont les suites sont attendues avec beaucoup d'impatience. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci à tous les quatre.